Il est président de Polémia et par ailleurs animateur de l'émission de réinformation immédiat chaque jeudi sur TVL. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour Martial Bild. Alors le samedi 16 novembre se déroule à Paris à partir de 9h30 un nouveau forum de la dissidence intitulé 3 000 milliards de dettes, chassons les dépenses nuisibles. Jean-Yves Le Gallou, avec ces forums de la dissidence, vous nous aviez appris à dénoncer les censures, les atteintes à la liberté d'expression et on vous retrouve sur le terrain économique. Pourquoi un tel changement ? C'est pas un changement, c'est un complément. Parce que les dépenses nuisibles, les dépenses nocives, les dépenses toxiques participent du système général de destruction de l'économie et de l'identité française. Donc, nous voulons nous attaquer aux dépenses, non pas seulement pour dire « ah là là, ça crée des impôts ». Non seulement ça crée des impôts, les dépenses nuisibles, mais en plus, c'est nuisible. C'est-à-dire qu'on se porterait mieux en tant que contribuable s'il n'y avait pas ces dépenses nuisibles, et on se porterait mieux en tant que Français s'il n'y avait pas ces dépenses nuisibles. Alors, le constat tout d'abord, et le constat, on le sait, il est alarmant. Selon l'INSEE, à la fin du premier trimestre 2024, la dette publique était de 3 200 milliards. Vous avez de votre côté retenu, j'ai vu 3 chiffres, 3 200 milliards, on vient de l'évoquer, mais aussi 1 000 milliards et 150 milliards. À quoi correspondent ces 3 chiffres ? Alors, 1 000 milliards, ça correspond à la dette que M. Macron, cet immense génie que les Français ont porté à la présidence de la République, a créé au cours de ses mandats, de ses 2 mandats, auxquels on peut ajouter la période où il était ministre de l'économie, si l'on ose dire, de M. Hollande. 1 000 milliards, c'est Macron. 150 milliards, c'est déjà un peu dépassé, malheureusement. C'est plutôt 180 milliards, c'est le déficit public. C'est évidemment le chiffre le plus important, puisque ça veut dire que chaque année, pour financer le budget de l'État, il manque 150, et même plutôt cette année, 180 milliards. Et c'est ce qu'il faut trouver comme économie pour revenir à l'équilibre. Alors, la dette publique de la France a augmenté de 1 000 milliards, vous l'avez dit, entre 2017 en gros et 2024. Certains avancent des arguments pour justifier quand même cette envolée. Il y a déjà une réponse qui est apportée en disant c'était nécessaire parce qu'il y a eu des crises successives. Le Covid-19, avec le quoi qu'il en coûte, et la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine. Là, on vous dit, il y avait des raisons objectives d'augmenter la dette. Alors, c'est doublement faux. D'abord, s'agissant du Covid, le Covid, les mesures, pas le Covid, les mesures prises soi-disant pour combattre le Covid ont effectivement coûté à peu près un peu plus de 200 milliards. C'est-à-dire, on n'est pas à 1 000 milliards, c'est le 5e. Deuxièmement, c'est pour l'essentiel des mesures qui ont été inutiles et nuisibles. Inutiles parce qu'on sait que le confinement, le post-confinement, les contraintes imposées pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour voyager, étaient inutiles, médicalement inutiles, et évidemment nuisibles à l'économie, et pire que ça, nuisibles aux libertés publiques. Les politiques anti-Covid ont été des mesures liberticides, sans efficacité sanitaire et liberticides. Donc c'est vraiment typiquement des mesures nuisibles. En l'occurrence, même si elles avaient été nécessaires, ça représente le 5e du déficit de l'ensemble. Et la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine, il n'y a pas que la France d'ailleurs qui a été impactée, comme on dit maintenant, touchée par cette situation. Là aussi, la crise en Ukraine ne nécessitait pas de prendre des mesures qui ont été prises, consistant en gros, et pour faire simple, à faire semblant de cesser d'acheter du pétrole russe pour acheter à l'Inde du pétrole que l'Inde avait acheté avant à la Russie, et évidemment avec une augmentation des prix. Une mesure consistant aussi à acheter, plutôt que du gaz russe qui est à proximité, du gaz, du GNL, du gaz de schiste américain, encore plus polluant et encore plus cher. Donc ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a provoqué cela, ce sont les mesures qui ont été prises à la suite de cet événement et qui, là aussi, se sont révélées parfaitement inutiles et nuisibles. Il y a des choses que vous oubliez, par exemple le coût obligatoire, si j'ose dire, des investissements pour la transition écologique et numérique. Ça aussi, c'est la nécessité de la France de rester à niveau à l'échelle internationale. Ça, c'est de vrai quelque chose qui devrait attirer votre attention. Alors, je dois dire que
là où c'est le plus facile de supprimer des dépenses nuisibles, c'est précisément pour la transition énergétique. Il y a des domaines où c'est compliqué. Voyez-vous, moi je suis attaché aux économies qu'on pourrait faire dans le domaine de l'immigration. Il y en a. C'est peut-être plus long et plus compliqué que les dépenses affectées à la soi-disant transition énergétique et qui sont parfaitement, là aussi, nuisibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces dépenses de la transition énergétique ? On peut trouver à peu près 25 milliards d'économies, là, très rapidement. C'est Fabien Gouglet, qui est un expert énergétique réputé, qui traitera le sujet lors du forum de Polémia. On peut trouver 25 milliards très rapidement. Comment ? Eh bien, d'abord, il y a les 9 milliards pour les éoliennes. C'est-à-dire la production d'une énergie intermittente et là aussi nuisible pour les paysages, nuisible pour l'environnement et parfaitement inefficace puisque de toute façon, il faut en même temps qu'on a des éoliennes avoir des usines à gaz de production d'électricité parce que c'est une énergie intermittente. Voilà un premier volet. Deuxième volet, il y a les subventions pour l'isolation énergétique, l'isolation thermique. On peut considérer que c'est utile par certains côtés, mais ça crée surtout des effets d'aubaine, des bureaucraties visant à subventionner, et donc il y a énormément d'argent perdu en démarches bureaucratiques. Je dois dire que là aussi, les dépenses d'économie d'énergie peuvent avoir des côtés nuisibles quand elles consistent à abîmer les façades des immeubles, les façades des bâtiments, les façades des rues. Donc là aussi, il y a des dépenses nuisibles. La transition énergétique, c'est vraiment un domaine où il est très facile de faire des économies. Alors vous allez me dire, oui, mais on va manquer la transition énergétique. Mais ce que la France fait, à supposer que le réchauffement climatique soit dû au rejet de gaz à effet de serre, soit dû au rejet de gaz carbonique, les effets que la France fait, les efforts-là, ça représente 1/1000, ça peut au mieux représenter 1/1000 des rejets de gaz, ou 1/10 000 des rejets de gaz à effet de serre, donc c'est parfaitement dérisoire. Et cela plombe l'économie française, contribuant à aggraver encore nos importations venant de pays qui, eux, polluent davantage. On le voit bien là, dans votre discours, la proposition de ce forum de la dissidence, c'est de sabrer dans les dépenses nuisibles. Et je note bien d'ailleurs, vous dites pas inutile, hein, vous dites nuisible. Nuisible, nocive, toxique. Toxique. Je pense qu'on peut même aller à 150 milliards. Mais pas forcément du jour au lendemain, mais en 2 ou 3 ans, on peut rétablir l'équilibre. Mais qui subit cette politique ? Alors, évidemment, cette politique, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus facile d'augmenter les impôts, parce que quand vous augmentez les impôts, vous avez toute la population, c'est étalé sur toute la population. Donc ça fait mal, mais pas trop. Quand vous supprimez les dépenses nuisibles, là, vous touchez tout de suite des petites catégories qui vont crier très très fort. Je vais donner 2 exemples. Derrière la transition énergétique, il y a toute une sorte de lobby, le lobby consistant à aménager les logements intérieurs, donc le BTP, le lobby des éoliennes, il y a toute une sorte de lobby qui vont crier très 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 fort. Et puis, dans les dépenses nuisibles, on n'a pas parlé des dépenses de propagande, qui sont considérables. On peut chiffrer à une quinzaine ou une vingtaine de milliards les dépenses de propagande. C'est quoi les dépenses de propagande ? Les dépenses de propagande, alors les dépenses de propagande, c'est très simple, c'est les dépenses des médias d'abord. Les médias, c'est 4 milliards pour le service public, qui fait parfois de bonnes choses, mais qui fait surtout de la propagande, du formatage des esprits. C'est 2 milliards pour la presse, on est à 6 milliards. C'est ensuite tout le système associatif, 2 milliards pour les associations immigrationnistes, 1 milliard pour les associations LGBTQXYZ, 4 milliards pour les syndicats. 4 milliards pour les syndicats. Alors évidemment, c'est sûr que ça, ce sont des dépenses nuisibles. Ce sont des dépenses qui visent à formater l'opinion et donc qui permettent tout le reste.
Donc c'est ce qu'il faudrait supprimer en premier. Mais évidemment, vous allez avoir énormément de gens qui vont crier. C'est les subventions aussi au cinéma pour des films qui ne sont vus par personne, avec des pitchs ridicules, où on explique à quel point c'est formidable pour un village breton d'accueillir des clandestins africains. Voilà, là on peut sabrer dans tout ça, mais ça va crier très fort, ça c'est vrai. Alors plusieurs observateurs d'ailleurs évoqueront, vous avez dit que ça va crier très fort, mais ils vont évoquer l'argument d'un choix qui peut aboutir à la remise en cause de la volonté stratégique de protection de la cohésion sociale. Une protection sociale forte, c'est aussi un choix de société, vous pouvez comprendre cela ? Oui, je comprends parfaitement cela, mais c'est un discours qu'on entend depuis 40 ans, et effectivement, il y a la politique de la ville, je pourrais en parler, la politique de la ville qui consiste à refaire les bâtiments, à apporter des subventions, etc. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Il est sûr que si c'était efficace, on ne verrait pas ce qu'on voit tous les jours à Rennes, à Poitiers, à Marseille, à Ozoir-la-Ferrière, c'est-à-dire des violences issues de l'immigration. Donc ça ne marche pas. Revenons à cette dette colossale. Quelles sont les conséquences à court et à moyen terme pour les Français ? Est-ce qu'on peut craindre, par exemple, réellement le défaut de paiement et la mise en tutelle de la France par ses créanciers ? Est-ce que ça, c'est quelque chose de réalisable ou c'est pour faire peur ? Non, c'est tout à fait réalisable. Il y a plusieurs manières de sortir de cela. Il y a la manière raisonnable que nous allons proposer lors de ce forum. On coupe dans les dépenses nuisibles. Et à partir de là, on rétablit l'équilibre progressivement. On supprime en tout cas ce déséquilibre fabuleux. Encore une fois, 180 milliards qui viennent s'ajouter chaque année à la dette existante. Ça, c'est la première solution raisonnable. Puis il y a les solutions qui consistent à dire on continue, on rabote un petit peu à la marge, mais globalement, on continue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme possibilité ? Il reste 3 possibilités. La fiscalité supplémentaire, c'est un peu ce que fait le gouvernement de Michel Barnier. Il y a, à côté de la fiscalité supplémentaire, le prélèvement sur l'épargne des Français, parce qu'il y a une grosse épargne des Français, et il peut être tentant un jour pour un gouvernement en difficulté de prélever purement et simplement sur les comptes bancaires. On l'a vu dans d'autres pays européens. On l'a vu dans d'autres pays, et puis il y a effectivement le défaut de paiement. Mais, je veux dire, il est impossible de continuer avec cette dette abyssale, de rajouter chaque année 180 milliards de dettes supplémentaires. Jean-Yves Le Gallou, comment vous expliquez l'incroyable mansuétude de l'opinion publique, du contribuable à l'égard des personnalités ? Par exemple, je pense à Bruno Le Maire. Le journal Les Échos a raconté les 9 mois qui ont creusé un gouffre de 100 milliards. Ce récit du dérapage des finances publiques montre que le gouvernement n'a pas tenu compte des alertes du Trésor ou a participé même à la dissimulation. Est-ce qu'un jour, ils vont rendre des comptes ? On a l'impression que ça passe comme l'eau sur le canard. Oui, alors c'est vrai. Alors il faut dire quand même que si on regarde l'histoire politique française un peu sur la longue durée, les seuls hommes politiques, je veux dire, à l'intérieur du système, qui ont posé la question de la dette ou qui ont essayé d'avoir une gestion budgétaire un peu plus sérieuse que la moyenne, ont tous été éliminés. Fillon a été éliminé en 2017, Balladur a été éliminé en 1985, et Raymond Barre, qui est le dernier Premier ministre à avoir présenté un budget en équilibre, a été éliminé en 88. Donc, objectivement, les Français aiment bien la dépense quand même, il faut reconnaître. Et donc, ils pardonnent à Le Maire. La gestion de Le Maire a été un désastre absolu, accompagné de mensonges, accompagné de camouflage, accompagné de trucage. Allez, pour évoquer ce sujet pointu, mais qui concerne donc tout le monde, on le voit bien, et vous avez fait appel aux traditionnels intervenants, d'ailleurs, de la Fondation Pollemia, mais aussi quand même à des personnalités extérieures, je pense à des anciens préfets, ambassadeurs ou ministres. Le programme de cette journée du samedi 16 novembre s'articule de quelle façon ? Alors, si vous voulez, nous allons avoir effectivement toute une série de personnalités. C'est assez intéressant de voir que des personnalités qui ont été à l'intérieur du système,
comme ministre, comme M. Mariani, qui va nous traiter des dépenses liées à l'Ukraine, ou comme l'ambassadeur Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur en Algérie, qui va traiter des dépenses d'aide extérieure, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un sujet, ou Fabien Bouglet, qui est vraiment un expert reconnu dans le domaine énergétique, ou le préfet Auboin, qui a occupé un poste de directeur au secrétariat général à l'immigration, qui a été préfet, qui va nous parler des problèmes de logement. Donc il y a un certain nombre de personnalités qui ont vécu en quelque sorte le système de l'intérieur et qui se rendent compte que ça ne peut plus durer et qui prennent conscience de ce qu'il y a à faire et à dire. Il y a une intervention de Xavier Driancourt, l'Algérie et les aides aux pays étrangers. Cette question de l'Algérie, elle a été soulevée par un député européen, Sarah Knafo. D'ailleurs, les faits lui ont donné raison. Ça, c'est quand même aussi un des privilèges auxquels il faut mettre fin, à tout risque aussi. Jean-Yves Le Gallou, avec l'Algérie, les relations, c'est compliqué? L'Algérie, je pense qu'il faut rétablir non pas un rapport il faut passer d'un rapport de soumission à un rapport de force. Ce que manifestement le gouvernement de M. Macron ne sait pas faire, puisqu'il passe son temps à lui donner des gages symboliques, des gages de culpabilisation, des gages de soumission. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce programme du samedi 16 novembre, vous venez de l'évoquer. Il me reste à vous demander quand même les détails pratiques pour s'inscrire et participer à la conférence du samedi 16 novembre. C'est ce que j'appelle la page pub. Je vous laisse faire. Alors, c'est très simple. Il faut aller sur le site de Polémia, prendre la billetterie, aller sur la billetterie et prendre un billet. Ça a lieu de 9h30, 10h pour l'accueil et jusqu'à 18h30, selon le programme qui a été indiqué. Et nous indiquerons très prochainement le lieu. C'est dans le centre de Paris. C'est tout à fait accessible, tout à fait confortable. Le centre de Paris accessible. Ah oui, non, ça doit être encore en dehors. Oui, bonne remarque, Martial Bin. C'est encore dans la zone accessible. C'est le Paris-Ouest, alors voilà, si vous préférez, voilà. D'accord, c'est encore tout à fait accessible. Et nous allons rendre public très rapidement le lieu de la réunion. Vous savez qu'on est toujours obligé de laisser un peu de, comment on dit en français, de teasing sur ces sujets-là. Voilà. Oui, un petit peu de suspense. Alors, vous s'inscrit sur cette vidéo l'adresse du site internet de Polémia, polémia.com. C'est donc là vous retrouvez cette billetterie. Fin de la publicité, retour à TV Liberté. J'évoquais en exergue de mon propos l'émission de TVL que vous animez depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, immédiat. Comment vous expliquez 512 émissions. 512 émissions. Oui. Comment vous expliquez quand même ce succès qui ne se dément pas? Écoutez, alors, moi j'ai parfois un peu, honnêtement, le sentiment de me répéter, parce que les techniques de désinformation sont quand même globalement toujours les mêmes, sachant que ça prend quand même de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que le sans-gêne des médias, la capacité à mentir et à dénoncer ceux qui dénoncent les mensonges est toujours de plus en plus forte. Et donc, il y a quand même malheureusement toujours de la matière. Vous savez, on va retraiter, si je puis dire, les élections aux États-Unis qu'on a traitées déjà en 2020. Le sujet central d'ailleurs des élections aux États-Unis, c'est la question de la régularité des élections. Puisque vous savez qu'aux États-Unis, on peut voter sans carte d'identité ou sans photo. Enfin, dans certains États. C'est un peu n'importe quoi. Dans beaucoup d'États. Curieusement, d'ailleurs, dans les États démocrates, d'ailleurs. Mais je pense que c'est un peu une coïncidence, sans doute. Donc, il y a un vrai doute. On avait abordé le sujet il y a 4 ans. J'avais abordé avec Nicolas Faure il y a 4 ans, je vais le réaborder là, on a commencé déjà à l'aborder avec Lucas Chancerelle, mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'en 4 ans, la prise de conscience du caractère précaire des élections américaines a quand même beaucoup progressé. Vous parliez de Lucas Chancerelle, mais vous avez une équipe autour de vous pour Immédiat, Lucas Chancerelle, bien sûr, et qui vous présentait l'émission, et qui prépare avec vous l'émission, Floriane Genin. Qui va revenir. Et puis Michel Geoffroy, un joker en or, si j'ose dire, et puis aussi un comparse, Claude Cholet. 4 personnalités, peut-être les redéfinir, quels sont leurs rôles aux uns et aux autres?
Lucas Chancerelle ou Florian et avant Nicolas Faure, c'est eux qui préparent l'émission. Enfin, on se concerte beaucoup. Mais c'est eux qui sont derrière l'ordinateur préalablement à l'émission. Michel Geoffroy, c'est un vieux compagnon de route. C'est un vieux compagnon de route parce qu'il a commencé sa carrière, si je puis dire, au Club de l'Horloge. Lui, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il a mené une double carrière, à la fois d'analyste idéologique au Club de l'Horloge, puis dans d'autres lieux, et en même temps une très très belle carrière au ministère des Finances. Membre de l'Énarchie, non ? Membre de l'Énarchie, absolument, tout à fait. Oui, comme moi, absolument. Un club. Il y a de bons énarques, voilà, c'est ceux qui sont là pour dénoncer les mauvaises énarques. C'est comme les chasseurs, bien sûr. Et puis Claude Cholet. Et puis Claude Cholet. Claude Cholet, lui, il a sa vie tout à fait indépendante, à la tête de l'OGIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, et il amène maintenant, à la fin de chaque émission, une pastille de 3 minutes, un portrait de 3 minutes, toujours très bien fait, et qui est un mélange de bienveillance et d'acidité sur nos amis journalistes. Voilà. Et on retrouve donc Immédiat, je le rappelle, c'est chaque jeudi à partir de 17h, 18h maximum, c'est sur tvl.fr ou sur la chaîne YouTube de TVL. Et bien voilà, écoutez, on se retrouve donc jeudi pour Immédiat. Et quant à moi, je vous dis merci Jean-Yves Le Gallou et à très bientôt. Merci Martial Blin.